Nous avons été confrontés à plusieurs défis lorsque nous avons, avec Bayram Baldjeux, préparé cet ouvrage. En fait, il y a deux difficultés ou deux écueils que nous souhaitions éviter. D'une part, on voulait éviter de réaliser un ouvrage historique, parce que nous ne sommes pas historiens, nous sommes plutôt politistes et nous avons constitué une équipe d'auteurs turcs vivant en Turquie pluridisciplinaire, mais nous ne souhaitions pas réaliser un ouvrage historique sur l'histoire de la République et en particulier les premières décennies. Mais nous ne souhaitions pas non plus, ça c'est une autre difficulté, réaliser un ouvrage sur la période contemporaine, un ouvrage d'actualité sur la politique en Turquie, par exemple dans les 20 dernières années, depuis l'arrivée au pouvoir du Parti Justice et Développement ou l'AKP. Donc il fallait trouver un juste milieu, un équilibre pour retracer ce centenaire de l'histoire de la République turque en mettant l'accent sur certaines thématiques, sur certains enjeux. Et il fallait aussi effectivement adopter une perspective. Et donc nous avons fait le choix avec Bayram de mettre l'accent sur les continuités et les ruptures tout au long de cette histoire centenaire. Alors, parce qu'effectivement, il fallait choisir des thèmes qui parcourent le siècle et qui mettent en lumière ces ruptures et ces continuités. Et donc, nous avons fait le choix de privilégier quelques enjeux, parmi lesquels la question de la citoyenneté et de l'évolution politique de la Turquie depuis 1923, la question de l'économie, de son évolution, la question de la politique étrangère aussi de la Turquie, les rapports entre l'État et la religion à travers la question de la laïcité, parce que depuis 100 ans, ce sont des enjeux qui sont fondamentaux dans l'histoire politique de la Turquie. Ce sont des enjeux qui ont connu une évolution, donc qui se caractérisent par leur continuité, mais qui ont aussi connu des inflexions. Et je donnerai juste quelques exemples. Sur la question de la citoyenneté, du républicanisme, par exemple, le républicanisme en Turquie a été interrompu à plusieurs reprises par des interventions militaires après 1945. Donc il y a eu des ruptures assez brutales dans le processus politique de la Turquie. En ce qui concerne la politique étrangère, pendant la période kémaliste, elle s'est caractérisée par une certaine permanence, une volonté d'indépendance, de non-alignement qui était affirmée par Mustafa Kemal Atatürk. Et à nouveau, après 1945, elle a connu des inflexions marquées par un rapprochement avec les pays occidentaux et dont l'adhésion de la Turquie à de nombreuses organisations comme l'OTAN ou des organisations européennes. Ou enfin sur la question de l'économie, là aussi, c'est un mélange de continuité et de rupture. Sous la période Atatürk, l'économie en Turquie se caractérisait plutôt par son orientation étatiste. Le rôle de l'État était essentiel, en particulier dans les années 30, dans la direction de l'économie. Et à nouveau, par la suite, et en particulier à partir des années 1980, l'économie en Turquie a évolué vers des orientations plus libérales, donc il y a eu des inflexions à nouveau. Donc pour résumer, nous avons choisi une sélection de thèmes qui, de notre point de vue, avec Bayram et avec les auteurs, ayant participé à notre ouvrage, mettent en lumière à la fois les continuités, mais aussi les ruptures, et donc permettent d'analyser, de comprendre l'évolution de la Turquie depuis la fondation de la République en 1923. Effectivement, la question du rapport à la laïcité, la question religieuse, en Turquie, elle est centrale depuis le début, depuis l'avènement de la République. Je dirais même que déjà à la fin de l'Empire ottoman, la question du rapport à l'islam est déjà un sujet qui préoccupe beaucoup les intellectuels turcs. Et on constate qu'avec la fondation de la République, les élites kémalistes, donc les fondateurs de la République de Turquie, considèrent que la laïcité est quelque chose de crucial, de fondamental. Et dès le départ, il y a l'impression en fait que la religion peut être une menace pour le projet national créé tel qu'il est conçu par Mustafa Kemal Atatürk. Donc de ce fait, il y aura un rapport à la laïcité qui est, je dirais, constamment rempli de paradoxes et de contradictions. Dans le sens où même si l'État kémaliste veut créer une société séculière, il n'y a pas une indifférence totale aux religieux. Au contraire, il y a une espèce d'instrumentalisation, c'est-à-dire qu'on va créer pas forcément de séparation, mais un contrôle, une mainmise de l'État sur le religieux.
Et cela se fait par différents moyens, différents secteurs, différents instruments. Ce que j'appellerais les piliers de cette laïcité, il y a d'abord la Diyanet, il y a la question éducative et l'armée. Donc c'est grâce à cela en fait que Mustafa Kemal Atatürk et ses successeurs vont essayer d'imposer une certaine laïcité à la turque. La Diyanet, c'est une espèce de direction du ministère des Affaires religieuses, donc c'est elle qui va dicter ce que c'est le vrai islam, la place de l'islam, et un islam qui est plutôt sunnite, même si en principe on est séculier, mais quand même la promotion d'un certain islam sunnite, et aussi un islam qui est complètement au service de l'État, une espèce de confusion entre, je dirais, l'identité religieuse et l'identité nationale qui est assez fort en Turquie. L'autre aspect, l'autre instrument pilier, c'est la question éducative, c'est par les écoles de imam khatib, les écoles de formation des imams, prédicateurs et imams. Là aussi, il y a l'État qui va essayer d'imposer une certaine idéologie, sa façon de concevoir la laïcité. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'armée. L'armée qui a toujours été au centre d'une véritable politique de promotion de la laïcité telle qu'elle a été conçue par Mustafa Kemal Atatürk, l'armée qui a été souvent interventionniste pour préserver la laïcité ou pour imposer sa version de la laïcité. Là aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un paradoxe, dans le sens où l'armée, bien que perçue comme séculière et laïque et laïciste, en réalité, à un certain moment, elle ne va pas hésiter à promouvoir une forme d'islam. Notamment après 1980, on a vu à quel point le coup d'État, les militaires, ils ont réintroduit des cours religieux pour qu'il y ait une meilleure préparation des citoyens contre le communisme qui, à l'époque, était un véritable danger pour la Turquie. En tout cas, dès que c'était perçu par le pouvoir. Et tout cela va se poursuivre avec l'arrivée au pouvoir de l'AKP en 2002. Et en réalité, là aussi, on imagine que l'AKP va complètement tout changer. Oui et non. L'AKP, par rapport à la question religieuse, il va effectivement apporter une réforme de la laïcité en Turquie, mais cette réforme est un peu ambiguë. C'est-à-dire que d'un certain côté, ils vont démocratiser le rapport à la laïcité, c'est-à-dire qu'il y aura une espèce de moins d'incursion de l'État dans la question religieuse, mais cette réforme de la laïcité, cette démocratisation de la société telle qu'il est conçue par Erdogan et ses proches collaborateurs, en réalité, c'est une réforme qui profite surtout, une fois de plus, à la majorité sunnite. C'est-à-dire que les sunnites ils vont avoir une laïcité moins intrusive, moins interventionniste, donc quelque chose qui leur est profitable, mais en réalité, cette laïcité ne profite pas complètement à l'autre Turquie, si je peux dire, c'est-à-dire à ceux qui sont alévis ou qui s'identifient ni sunnites ni alévis, donc qui sont plutôt, je dirais, incroyants ou athéistes. Et en fait, cette réforme ne va pas plaire tout le monde. Et de ce fait, on a l'impression en fait, que l'AKP, au début de cette réforme, c'est surtout pour promouvoir, pour rendre service à son électorat qui est surtout sunnite. Et dans une deuxième phase de l'AKP, parce que l'AKP, il y a quand même différentes phases de l'AKP. L'AKP est au pouvoir depuis 20 ans, et il est parti pour rester encore plus longtemps au pouvoir. L'autre aspect, c'est qu'en fait, au bout d'un certain moment, je dirais à partir de 2013, une fois que l'AKP a bien assis son pouvoir, il va essayer de promouvoir ce qu'on appellerait, ce qu'il appelle lui-même, pardon, promouvoir une société, une génération croyante, pieuse, qui est vraiment profondément religieuse. Et je dirais qu'il y aura toute une politique par le biais de l'éducation, de l'idéologie, de la propagande de l'État, pour pouvoir former, pour que les Turcs soient beaucoup plus pieux. Et depuis quelques années, il y a des travaux qui essaient de donner le bilan de cette politique. On a le sentiment en fait que cette politique ne marche pas, dans le sens où il y a des effets pervers, une espèce d'attitude de réaction, de résistance de la part de la société. Et la preuve, c'est que la Diyanet elle-même, pourtant au service de l'AKP, elle a mené une enquête, elle a vu à quel point il y a en Turquie un véritable développement du déisme et même de l'athéisme. Et de ce fait, en bilan, en concluant d'une manière conclusive votre réponse, je dirais qu'en fait, il n'y a pas une véritable réussite de la part de l'AKP parce qu'en fait, son objectif, il ne l'a pas vraiment atteint parce qu'on a le sentiment qu'il y a une société qui résiste et le cas turc nous fait penser à la société iranienne où le pouvoir est très religieux. En réaction, la société devient beaucoup plus rétive, beaucoup plus méfiante par rapport à tout ce qui est religieux. Il faut rappeler tout d'abord que les relations entre la Turquie et l'Europe sont très anciennes. De point de vue historique, elles remontent au XVIe siècle. Il y avait déjà
des alliances entre certains pays européens, dont la France et l'Empire ottoman de l'époque. Et déjà, l'Empire ottoman intervenait en quelque sorte dans la géopolitique européenne à travers des alliances ou des rivalités et a longtemps représenté effectivement un empire ennemi aux nations chrétiennes. Donc il y a des relations qui sont très anciennes et plus proches de nous. Les relations entre la Turquie et l'Europe ont pris des formes multiples, s'inscrivent dans de nombreuses dimensions, des dimensions économiques et commerciales, politiques, diplomatiques, sécuritaires aussi, sociales et culturelles. Il y a une immigration turque très importante en Europe, en particulier en Allemagne. Et effectivement, on peut évoquer le terme d'ambivalence quand on s'intéresse aux relations depuis un siècle, et même au-delà, entre la Turquie et l'Europe, et plus précisément quand on s'intéresse à la question de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, qui est un projet plus récent. Et cette ambivalence, on peut la souligner de plusieurs façons. Moi, je vais mettre l'accent sur 3 points pour l'essentiel. Tout d'abord, au moment de la fondation de la République de Turquie par Mustafa Kemal Atatürk en 1923 et dans les années qui ont suivi, l'Europe a été considérée comme un modèle de civilisation, avait été adoptée comme un modèle de civilisation par les partisans d'Atatürk, par les kémalistes. Et d'ailleurs, on peut affirmer que le projet de modernisation d'Atatürk était essentiellement un projet aussi d'occidentalisation, on dirait d'européanisation aujourd'hui, et de laïcisation. Cette perception de l'Europe comme un modèle vers lequel il faudrait tendre, d'ailleurs avait été antérieure à l'arrivée au pouvoir et aux réformes d'Atatürk, depuis la Révolution française d'ailleurs, l'Europe et en particulier la France avait été pris comme modèle. C'est surtout la puissance européenne aussi qui était recherchée dans un empire qui était en déclin. Mais on peut dire effectivement que le modèle kémaliste de modernisation, les réformes dites kémalistes dans les années 1920-1930, donc jusqu'à la mort d'Atatürk en 1938, la première période, en quelque sorte, de l'histoire républicaine turque, est marquée par cette sorte de fascination, en tout cas, cette perception de l'Europe comme un modèle de civilisation dite universelle vers lequel il faut tendre. Mais dans le même temps, et là réside une première ambivalence, l'indépendance de la Turquie a été acquise au terme d'une guerre dans les années 1919-1922, menée par Mustafa Kemal et ses partisans contre les puissances européennes, et en particulier contre la France, la Grèce ou encore l'Italie. Et cette indépendance nationale, cette construction de l'identité nationale turque repose aussi sur cette ambivalence, c'est-à-dire sur cet affrontement fondateur en quelque sorte avec des puissances européennes qui ont occupé le territoire de l'Anatolie et face auxquels les kémalistes ont acquis par les armes leur indépendance. Et ça joue un rôle très important dans la construction du sentiment national, de l'identité nationale turque, de l'État-nation turc, dans aussi le sentiment de fierté nationale en Turquie. C'est un élément parmi d'autres, mais qui joue un rôle important. Par la suite, pour évoquer toujours ces relations ambivalentes entre la Turquie et l'Europe, plus près de nous, lorsque la question de l'adhésion à l'Europe communautaire ou au projet de construction européenne se matérialise, on peut évoquer un autre exemple qui est l'accord d'Ankara en 1963, qui est un accord essentiellement économique entre la communauté économique européenne de l'époque et la Turquie, dont l'objectif visait à établir une union douanière qui prendra plusieurs décennies à se mettre en place. Mais déjà dans cet accord de 1963, il est mentionné que la Turquie, à terme, a vocation à rejoindre l'Europe communautaire, donc à devenir membre à part entière de la communauté économique européenne de l'époque. Et c'est rappelé par le président de la Commission européenne de l'époque qui se rend à Ankara pour signer cet accord. Encore récemment, le président turc Erdogan a mentionné cet accord en rappelant que la Turquie attendait depuis 60 ans d'entrer dans l'Union européenne. Mais dans le même temps, cette perception n'est pas partagée par de nombreux pays européens, par leurs dirigeants, pour qui
le point de départ, en quelque sorte, du rapprochement entre la Turquie et l'Europe communautaire ne remonte pas à cet accord de 1963, qui n'engage pas, de leur point de vue, les Européens à accueillir la Turquie comme un État à part entière de l'Union européenne, mais remonte aux négociations d'adhésion beaucoup plus récentes, c'est-à-dire lancées à partir de 2005. Et enfin, dernier élément, dans les années plus récentes, qui témoigne de mon point de vue de ces relations teintées d'ambivalence entre l'Europe, l'Union européenne et la Turquie, en raison aussi de l'évolution du régime politique en Turquie. Eh bien, on peut s'apercevoir, notamment depuis 2015, depuis la crise migratoire qui éclate en Europe, que la position des Européens, de l'Union européenne, apparaît assez ambiguë ou ambivalente à l'égard de la Turquie. D'un côté, à travers une dénonciation de ce que les Européens appellent les dérives autoritaires de la Turquie, les atteintes à l'état de droit et à la démocratie, aux droits de l'homme plus largement en Turquie, et de l'autre côté la nécessité de coopérer avec les autorités turques pour gérer des enjeux fondamentaux pour l'Union européenne, la crise migratoire, d'une part, la lutte contre le terrorisme international d'autre part, et on le voit dans ces dernières années, le rôle de la Turquie aussi dans la sécurité européenne à travers son appartenance à l'OTAN, puisque la Turquie doit aussi approuver l'entrée de nouveaux États au sein de l'organisation atlantique, la Suède et la Finlande en l'occurrence, et donc il y a une nécessité pour les pays européens de coopérer avec un régime qu'ils dénoncent par ailleurs. Et là, c'est encore la marque d'une ambivalence de relations qui sont difficiles, compliquées, qui mettent en lumière le dilemme des Européens face à la Turquie entre coopération et dénonciation. Ce sont quelques éléments parmi d'autres, mais qui mettent en lumière l'importance de ces relations entre la Turquie et l'Union européenne. Et rappelons aussi, pour conclure, que malgré les difficultés rencontrées dans les relations entre ces deux partenaires, l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne demeure toujours l'objectif principal de la politique étrangère de la Turquie, même si dans les discours politiques, en particulier en Turquie, cet objectif n'est plus rappelé, voire même n'est plus souhaité par les dirigeants turcs. Au Moyen-Orient, je dirais que la Turquie s'intéresse au Moyen-Orient surtout à partir des années de Özal. Özal qui arrive au pouvoir, il a une conception moins kémaliste, moins rigide, beaucoup plus pragmatique de la politique étrangère turque. Donc il va s'intéresser à ce qui se passe au voisinage, au Moyen-Orient. Et au Moyen-Orient, je dirais que la Turquie s'y intéresse parce qu'elle est aussi contrainte par l'évolution du contexte international. Par exemple, quand les Américains ont envahi l'Irak en 2003, la Turquie, qu'elle le veuille ou non, est obligée de s'y intéresser parce que ça va défigurer complètement le Moyen-Orient, donc la Turquie est obligée aussi de s'y intéresser. Mais le véritable investissement de la Turquie au Moyen-Orient, c'est surtout avec Erdogan. Avec Erdogan parce qu'il a une vision qu'il faut que la Turquie, lui et son proche collaborateur, et plus tard ministre Davutoglu, vont considérer que la Turquie est condamnée, est obligée de s'intéresser à l'Alliance Sphère ottomane, donc au Moyen-Orient et même en Afrique du Nord et ailleurs. Et à ce titre, il y aura une politique d'action, d'influence, de suprématie au Moyen-Orient qui passera par la promotion de la question palestinienne, la promotion d'une certaine solidarité pour les pays, pour les musulmans dans le monde. Et effectivement, la Turquie va s'intéresser au Moyen-Orient. Et ensuite, je dirais, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, elle va aussi être propulsée. Par exemple, quand il y a les printemps arabes, la Turquie considère qu'elle ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe. Parce que de toute façon, si elle est indifférente, de toute façon, ça va changer la région. Et c'est aussi comme ça qu'elle est devenue un acteur majeur, d'abord dans les printemps arabes, et ensuite dans ce qu'on connaît dans la crise syrienne, où la Turquie, elle est influente, mais en même temps, je dirais que c'est quelque chose de problématique pour la Turquie, parce qu'elle implique d'une manière sécuritaire, violente, sous forme un peu belliqueuse, et à ce titre, ça va aussi détériorer les relations de la Turquie avec l'ensemble de ses partenaires traditionnels occidentaux, mais néanmoins, la Turquie considère qu'il faut qu'elle soit influente parce que sinon, c'est sa sécurité qui en dépend. Je vais dire aussi quelque chose sur l'Asie centrale. L'Asie centrale, en fait, en Turquie, quand on dit Asie centrale, le concept n'est pas trop utilisé par les Turcs parce que les Turcs considèrent que l'Asie centrale, c'est surtout un espace turcophone,
Tulcunyasu, le monde turc. Donc depuis 1991, la fin de l'Union soviétique, la Turquie va s'intéresser à ce monde parce qu'elle considère qu'il y a des nouveaux États qui sont proches de la Turquie par la turcité, la langue, l'ethnie, la mémoire commune, le fait que les Turcs sont originaires d'Asie centrale, même si c'est quelque chose d'un peu exagéré et mythifié. Et à ce titre, elle va mettre en place une politique assez complexe, assez variée, assez multidimensionnelle, dans le sens où la Turquie, elle va promouvoir une coopération culturelle, éducative, même religieuse. On l'oublie souvent, mais quand on parle de l'islam, la Turquie est devenue un acteur musulman important sur la scène internationale. Elle va former des imams, elle va construire des mosquées en Asie centrale et dans les Balkans et aussi dans le Caucase. Elle aura aussi une politique économique très active, mais aussi une dimension politique fondamentalement importante et qui a été même renforcée sous l'AKP. L'AKP qui d'habitude on l'imagine plutôt très solidaire du monde musulman, de l'islam, des Arabes. En réalité, même pour la turcité, même pour le monde turcique, en 2009, il y a l'institutionnalisation d'une organisation très importante qu'on appelle l'Organisation des États turciques, donc les sommets de la turcophonie. C'est institué avec l'AKP. Et c'est une organisation qui est certes encore balbutiante, qui n'est pas aussi importante que l'Union européenne ou que l'Union économique eurasiatique qui a été créée par la Russie, pour l'ex-URSS, mais néanmoins, il y a quand même des pays qui en font partie, la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, le Turkménistan, et même la Hongrie a un rôle important là-dedans. Et je dirais que ça permet à la Turquie d'être influente. Ça veut dire que la Turquie remplace la Russie en Asie centrale. C'est pas ça du tout ce que je veux dire, parce que la Russie reste un acteur important. Néanmoins, en Asie centrale, il y a aussi d'autres acteurs qui viennent, comme la Chine, comme le monde occidental, comme les États-Unis, même la Corée du Sud. Mais néanmoins, la Turquie fait partie de ces nouveaux pays émergents qui sont assez importants en Asie centrale. Et la même chose, les mêmes remarques peuvent être faites pour l'Afrique. L'Afrique, ça fait 20 ans que la Turquie a une présence, une politique africaine. Ça a commencé, là aussi, je crois qu'il faut être un peu juste, avec le gouvernement qui a précédé l'AKP. C'est-à-dire que le gouvernement, pas du tout AKP, avant de Ismail Cem, à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères, donc plutôt kémaliste, séculier, pro-européen, il y avait un intérêt pour l'Afrique. Mais cette stratégie n'a pas marché parce qu'en 2001, on a une crise économique terrible en Turquie, donc ça a été remis à plus tard. Et l'AKP, quand il arrive au pouvoir, lui, et à l'époque aussi, ils étaient en bon terme avec une mouvance assez active, qui était très active à l'époque, la mouvance de Fethullah Gülen. Il y a un véritable investissement en Afrique, au niveau culturel, éducatif, soft power, coopération économique. Et là, la Turquie, elle fait partie de ces nouveaux pays émergents qui sont assez importants en Afrique. Et là aussi, je voudrais apporter une petite nuance, c'est qu'en fait, l'implantation de la Turquie en Afrique est facilitée par deux phénomènes convergents qui ne sont pas liés à la Turquie. Le premier, c'est qu'en fait, dans l'ensemble de l'Afrique, il y a un déclin des puissances coloniales traditionnelles, la France, l'Angleterre et les autres. Donc ça favorise la Turquie et les autres qui veulent s'implanter en Afrique. Le deuxième facteur, qui joue aussi un facteur en faveur de la Turquie, c'est que vous avez un mouvement souverainiste très fort en Afrique. Dans tous les espaces coloniaux, en Asie centrale par rapport à la Russie, en Afrique par rapport à l'Angleterre et à la France, vous avez un mouvement souverainiste, je dirais même une espèce de mouvement panafricaniste qui est très fort et qui dit on ne veut pas être constamment dépendant des puissances néocoloniales, ex-coloniales, on veut aussi être partenaire à part entière sur la scène internationale. Et pour eux, l'arrivée de nouveaux pays comme la Turquie, comme l'Inde, comme la Chine, comme les Émirats arabes unis ou comme l'Arabie saoudite en Afrique, c'est quelque chose qui est assez important. Et de ce fait, la Turquie parvient à être assez influente. Et je dirais, et je finirai avec ça, c'est que ce qui aide la Turquie à être assez influente en Afrique, c'est qu'en fait, elle a une stratégie multidimensionnelle. Contrairement à la Russie qui a tendance à donner la priorité à la dimension sécuritaire, Wagner, tout ça vous le savez. Et en fait, dans la stratégie de la Turquie, vous avez une multitude de dimensions. Vous avez un volet économique, culturel, religieux. La Turquie continue à coopérer, à former des imams, construire des mosquées en Afrique. Il y a une dimension économique, je l'ai dit, politique. La Turquie est membre observateur de l'Union africaine, donc ça c'est important. Et une dernière dimension qui est toute récente et qui, à mon avis, est fondamentalement importante, qu'il faut mentionner dans la politique extérieure turque, c'est la dimension militaire. C'est-à-dire que les dernières années, le fait que la Turquie ait décidé d'être très activiste, et même, je dirais même, avec une politique un peu interventionniste, voire belliqueuse, dans le Karabakh, en Libye, en Syrie, et le fait qu'elle ait fait des progrès considérables en matière d'industrie d'armement, ça donne la possibilité aussi d'être aussi un acteur sécuritaire, un partenaire sécuritaire en Afrique. Et notamment, on l'a vu ces dernières années, la Russie a formé une armée
comme en Somalie par exemple. L'armée somalienne a été complètement formée par la Turquie. Vous avez aussi les drones turcs qui sont bien vendus en Afrique. Dernièrement, le Niger en a acheté, le Maroc en a acheté, d'autres États aussi en ont acheté. Donc si vous voulez, tout cela contribue à faire de la Turquie un acteur moyen important, émergent en Afrique et dans d'autres pays aussi, mais là, il faudrait discuter pendant beaucoup plus longtemps. En ce qui concerne la stratégie d'influence aussi de la Turquie au cours des dernières décennies, ça touche aussi aux relations avec ses partenaires occidentaux, l'Union européenne et les États-Unis. Dans le regain d'activisme qu'on a pu observer dans la politique étrangère turque, en particulier depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP il y a 20 ans, et aussi la volonté et la nécessité de diversifier ses partenaires pour des raisons commerciales et énergétiques par la Turquie. Il y a un acteur et un partenaire de premier plan qui s'est imposé au cours des dernières décennies, qui est la Russie. Et les relations et le rapprochement croissant entre la Turquie et la Russie, non sans être entaché d'ambiguïté également, de tensions, voire de crises périodiques, interroge beaucoup et suscite aussi des inquiétudes des partenaires occidentaux, de l'OTAN, des États-Unis, des Européens, de la Turquie. Et là, pour ajouter quelques éléments là-dessus, ce rapprochement pouvait à nouveau apparaître assez surprenant, a priori, d'un point de vue historique, puisque la Turquie et l'Empire ottoman, au-delà, ainsi que la Russie impériale, ont connu dans l'histoire de très nombreux affrontements, plus d'une dizaine de conflits et de guerres. Pendant toute la période de la guerre froide, durant le siècle de l'histoire républicaine, la Turquie a fait le choix d'appartenir au bloc occidental en rejoignant l'OTAN et par conséquent a joué un rôle considérable dans la sécurité du flanc sud-est de l'Europe face à la menace représentée alors par l'Union soviétique. Donc il y avait plutôt des situations d'adversaires sur le plan idéologique entre la Turquie kémaliste et post-kémaliste et la Russie soviétique. Et depuis la fin de la guerre froide, depuis l'effondrement de l'Union soviétique, et plus encore depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP, on observe un rapprochement jugé assez spectaculaire entre ces deux pays, qui là aussi prend des formes multiples, multidimensionnelles, alors des relations économiques et commerciales très, très importantes, et qui vont d'ailleurs sans cesse croissant, de la volonté d'ailleurs mutuelle des dirigeants des deux pays, des relations aussi énergétiques qui sont très importantes pour la Turquie, qui témoignent d'ailleurs de la dépendance énergétique de la Turquie à l'égard de la Russie, alors en particulier en ce qui concerne la livraison d'hydrocarbures, de gaz, et puis le rôle joué par la Russie dans la construction d'une centrale nucléaire en Turquie. Qui va donc contribuer aussi à développer l'indépendance énergétique de la Turquie dans les prochaines années. Donc il y a des relations très étroites sur le plan énergétique, même si la Turquie par ailleurs cherche à diversifier ses partenaires et à être moins dépendante de la Russie sur le plan énergétique. Il y a aussi sur le plan encore une fois économique ou commercial l'importance de la présence russe en Turquie, en particulier dans le secteur du tourisme. Il y a des millions de touristes russes chaque année qui visitent la Turquie, qui jouent un rôle très important dans le développement économique de la Turquie dans ce secteur en particulier. Et enfin, et c'est là que ça a été très largement débattu ces dernières années, il y a aussi une coopération militaire qui s'est développée entre les deux pays, en particulier depuis 2017, avec l'achat par la Turquie de systèmes de défense antimissile russes, jugés incompatibles avec les dispositifs militaires et les équipements militaires de l'OTAN. Et là, ça a entraîné des réactions assez vives des partenaires occidentaux de la Turquie, dont les États-Unis, qui ont menacé de sanctions et qui ont d'ailleurs appliqué certaines sanctions à l'égard de la Turquie. On voit aujourd'hui aussi dans le conflit en Ukraine que la Turquie joue un rôle de médiation important et se positionne pour échanger, non sans difficulté, mais avec la Russie, mais aussi avec l'Ukraine, avec lequel des relations économiques, politiques, culturelles aussi sont importantes. Et la Turquie également, dans les dernières années, dans ce conflit, joue un rôle important dans ses relations avec la Russie.
C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a déjà même une forme de parti pris. Ça veut dire qu'il y a une guerre de mémoriel, culturel, etc., ou de tension. Moi, je dirais que en Turquie, la société turque, comme toute société, elle est traversée par différentes différentes tendances et différents clivages en quelque sorte, mais quelque part, je dirais que c'est normal, c'est rassurant et c'est même bien qu'il y ait une société qui ne soit pas complètement homogène. Mais néanmoins, on dit que souvent en Turquie, il y a différentes formes de clivage. Je vais citer les plus importants, en essayant de voir s'ils sont vraiment dangereux ou pas. C'est que traditionnellement en Turquie, un peu comme en France, on a tendance à considérer la France et la Turquie des pays qui se ressemblent beaucoup. Et on a le sentiment, en fait, au même titre qu'en France, il y a deux France, la France séculaire et laïque, la France traditionnelle conservatrice. On a aussi le sentiment, en fait, on avait le sentiment en Turquie qu'il y avait deux Turquies. Une Turquie séculière, moderne, tournée vers l'Occident, et une Turquie conservatrice, anatolienne, beaucoup plus pieuse et conservatrice. Alors, c'est vrai, mais en même temps, je dirais qu'avec l'évolution, avec le temps, je pense que la frontière entre les deux Turquies s'estompe, elle devient complètement floue, et c'est difficile de savoir, mais néanmoins, pendant longtemps, la société turque était catégorisée comme ça. Il y a une autre ligne de clivage, une autre faille qui est turque et kurde, parce que même si en Turquie, la Turquie a été fondée sur les restes d'un empire ottoman qui était multiculturel, multiconfessionnel, à l'heure actuelle, même s'il y a d'autres minorités ethniques, culturelles ou confessionnelles, globalement, vous avez deux groupes ethniques, c'est les Turcs et les Kurdes. Donc là aussi, effectivement, c'est une différence, mais je dirais que personnellement, je ne la trouve pas inquiétante, cette division du pays en deux groupes ethniques, parce que, et c'est rassurant, c'est-à-dire même s'il y a un mouvement irrédentiste du PKK qui est très fort depuis 1984, même s'il y a un séparatisme du PKK qui est assez fort, qui devient en plus un facteur régional, parce qu'il est assez actif en Syrie, en Irak, néanmoins, je dirais qu'en Turquie, cette question de turcité et de kurdité est globalement bien vécue, bien gérée. Et je dirais qu'il y a une certaine sagesse de la population qui fait que même s'il y a des polarisations politiques, en réalité au quotidien, ça se passe plutôt bien, et que ce n'est pas ça qui est le véritable danger pour la stabilité, pour la société turque. Ces dernières années, il y a un autre clivage qui est important et qui, à mon avis, est probablement plus grave pour le pays. C'est comment ces dernières années, à cause du fait que Erdogan est resté au pouvoir, est au pouvoir depuis 20 ans, et tel que c'est parti, il va rester encore plus longtemps. Les prochaines élections, c'est dans 4-5 ans, il vient d'être réélu. Donc c'est surtout Erdogan qui est une personnalité clivante, qui divise la Turquie. On a l'impression que la Turquie est divisée en deux, les pro-Erdogan et les anti-Erdogan. Et on a vu au dernières élections qui se faisaient aussi un peu penser à ce qui se passe en France, aux élections présidentielles en France, où souvent le choix se fait entre 48 et 52% pour l'un et pour l'autre. Et là aussi, en Turquie, ça s'est passé de cette manière-là. Et je dirais que c'est ce qui est un peu grave pour le pays, dans le sens où la personnalité, le pouvoir, quand même, c'est quand même celui qui dirige le pays, polarise la société. Et probablement, dans les années à venir, les mois ou les années à venir, ce sera probablement ça qu'il faudra que les dirigeants turcs gèrent cette question-là, parce que c'est quelque chose qui est, à mon avis, assez dangereux pour le pays. Pour ajouter un mot et reprendre ce qu'a dit Bayram à l'instant, la guerre culturelle dont vous parlez, dont vous faites part, renvoie en Turquie, et de ceci depuis un siècle et même au-delà, à la question des minorités, à l'enjeu des minorités, à la résolution de la question des minorités. Et donc effectivement, les minorités ethniques, à travers ce clivage entre Turcs et Kurdes, est loin d'être résolu. Il parcourt toute l'histoire de la République, depuis un siècle et même au-delà, mais aussi minorités religieuses à travers la question alévi. Et là aussi, il y a des clivages assez importants, et même plus qu'importants, puisque le candidat de l'opposition à la dernière élection présidentielle au mois de mai 2023 a revendiqué ouvertement, et ceci pour la première fois, pour un candidat de l'opposition, son identité alévi, et a relancé un certain nombre de débats. Donc il y a la question des minorités, de la résolution des minorités, qui est un enjeu fondamental dans toute l'histoire de la République de Turquie, et qui est au cœur de cette guerre culturelle que vous évoquez, de ces clivages sociétaux, culturels qui traversent la société turque. Je dirais aussi que la guerre culturelle, la polarisation de la société que Bayram a évoquée, qui a été renforcée au cours des dernières années, et aussi entretenue par le pouvoir en place d'ailleurs, par ses discours, interroge la question de l'héritage kémaliste.
dans la société turque et dans la politique turque aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous.